Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, dont elles sont les principaux faits. Le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf a organisé ce matin la cérémonie commémorative de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aux États-Unis, en Floride, le siège du sénateur est finalement revenu au républicain Rick Scott, le score étant très serré face à son adversaire démocrate, ce qui a nécessité un recomptage des voix. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf a organisé ce matin au Palais du Peuple la cérémonie commémorative de la naissance du prophète Mohammed, ou le Moulad al-Nabi. Eh bien, cette cérémonie a évidemment été placée sous l'autorité du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Momin Hassan Bareh. Cette cérémonie a vu la participation du secrétaire général du ministère des Warf, le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, le chef de l'association des savants djiboutiens, Cheikh Abdulrahman Mohamed Ali, les cadres du ministère, ainsi qu'un certain nombre d'érudits, de prédicateurs, d'imams, de personnalités sociales éminentes, des membres de l'association des savants djiboutiens, des artistes et des poètes, notamment l'artiste Dandawi, qui reprend des louages sur le destin et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des groupes de jeunes filles ont présenté une scénette sur l'œuvre du messager de Dieu sur terre. Les cérémonies de célébration de la naissance du prophète sur l'ensemble du territoire permettent à tous les fidèles musulmans de raffermir leur foi, où l'on réétudie les enseignements et les préceptes transmis par le prophète. On relit les livres d'histoire et la biographie du saint prophète, et surtout on chante ses louanges jusqu'au petit matin. Durant cet événement religieux, le représentant du Haut Conseil islamique, Cheikh Abdulrahman Mohamed Ali, a prononcé à cette occasion un discours dans lequel il a souligné que cette journée était un jour glorieux pour les musulmans et l'humanité, dans lequel il a conclu que Djibouti tenait à célébrer cet anniversaire comme le font la plupart des pays musulmans. Une fête du Mouloud al-Nabi, qui marque la célébration de la naissance du prophète Mohammed, revêt un sens profond pour les musulmans du monde entier. C'est ce qu'a rappelé à cette occasion le ministre Mohamed Hassan Bareh. Les musulmans du monde entier tentent de se rapprocher de leur prophète et de s'efforcer de mieux comprendre et coller au plus près de son héritage et de ses enseignements. Le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf s'est déclaré extrêmement satisfait pour cette grande commisération. Également dans l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a parrainé aujourd'hui l'ouverture au Palais du Peuple du 4e Forum panafricain sur l'immigration. Ce forum, organisé en collaboration avec l'Union africaine, l'Autorité intergouvernementale pour le développement, l'Organisation internationale pour les migrants, l'OIM, les communautés économiques régionales et d'autres partenaires concernés. Ce forum s'est ouvert en présence des membres du gouvernement, du Parlement, des hauts responsables civils et militaires, des délégations issues de 19 pays, ainsi que des représentants du corps diplomatique accrédité en République de Djibouti. Plusieurs intervenants se sont succédé à la tribune de ce forum, dont le ministre de l'Intérieur, vous l'entendrez, le commissaire aux affaires politiques, le directeur de l'immigration et des réfugiés au Rwanda, le conseiller régional de l'OIM et la représentante du secrétaire général de l'IGAD à Djibouti. De l'IGAD. Je tiens particulièrement à remercier la Commission de l'Union africaine. Et le forum vise donc à assurer un engagement clair concernant la migration qui n'a pas un aspect négatif, notamment de la part des communautés économiques régionales, des États membres de l'Union africaine, du secteur privé, des universités, les parlementaires, des communautés de la diaspora, la société civile en Afrique. Des tables rondes ont été donc tenues. Le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a prononcé un discours à l'occasion de l'ouverture du 4e Forum panafricain sur les migrations, qui se poursuivra, on le rappelle, jusqu'au 21 novembre. Le ministre, vous l'entendrez, a expliqué l'importance que revêt ce forum qui vise à exploiter les avantages du régime de la libre circulation des biens et des personnes pour le développement durable en Afrique. Voici ses propos.
la cooptation du pacte mondial sur la migration, dont l'adoption est programmée à Marrakech en décembre prochain. Ceci explique aussi le choix de la thématique retenue par ce 4e forum, à savoir exploiter les avantages du régime de la libre circulation des personnes pour le développement durable en Afrique. En effet, cette année, notre ambition est forte car nous avons voulu convenir ensemble sur la libre circulation des personnes comme moteur et catalyseur du développement durable en Afrique. Le constat d'une constante augmentation du flux migratoire partout sur la planète est sans équivoque. Historiquement, les mouvements humains sur le continent étaient principalement motivés et le sont toujours par des raisons économiques et sociales. Écoutons cette fois le mot du Premier ministre Abdel Kamel Mohamed qui, on le rappelle, a parrainé aujourd'hui l'ouverture au Palais du Peuple du 4e Forum panafricain sur l'immigration. Notre pays se sent honoré d'abriter cette importante rencontre, le 4e Forum panafricain sur la migration, qui s'inscrit dans la continuité de celui de Kampala, avec l'objectif louable de positionner la voix commune de l'Afrique sur cette question cruciale et en vue d'affirmer notre contribution au pacte mondial sur les migrations sûres, ordonnées et modérées. Mesdames et messieurs, le choix de Djibouti n'est sûrement pas anodin. Notre pays, depuis son accession à l'indépendance, a toujours accueilli dignement et avec respect de l'être humain des flux de réfugiés et des migrants en quête de conditions meilleures. En tant qu'État membre de l'IGAD, Djibouti a été à l'avant-garde de la gestion des populations en mouvement en provenance d'autres États et membres de l'IGAD, qu'elles soient des réfugiés victimes de conflits, des catastrophes climatiques telles que la sécheresse et la famine, ou des migrants économiques. Djibouti vit donc particulièrement la problématique de la migration. Considéré pendant longtemps comme pays de transit. Également dans l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu ce matin le sénateur français du Calvados, Pascal Alizar, qui effectue une visite de travail à Djibouti. L'entretien entre les deux hommes a porté sur le renforcement des relations de coopération entre les deux parlements. Le sénateur français a remercié le président de l'Assemblée nationale pour son accueil et sa disponibilité. La République de Djibouti est la seule fenêtre francophone dans une région anglophone. Le président de l'Assemblée, Mohamed Ali Hamad, a remercié quant à lui le sénateur français pour l'appui de l'ambassadeur français aux Nations Unies lors de la résolution des Nations Unies donc pour le règlement du conflit entre Djibouti et l'Érythrée. Cette résolution donc demandait à la communauté internationale de se pencher sur la résolution du conflit frontalier à la situation des prisonniers djiboutiens en Érythrée. La réunion a vu la participation de l'ancien Premier ministre, Dilessa Mohamed Dilessa, avec le directeur du cabinet, M. Idriss Houlaye. À l'Assemblée nationale, toujours, les membres de la commission des finances, de l'économie générale et du plan ont tenu hier à l'Assemblée nationale une réunion d'examen du projet de loi de finances portant budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2018. La réunion était présidée par le député Moussa Aré, Chelmaki Moussa Aré, président de la commission, en présence de tous les membres des commissions des finances. Le gouvernement était représenté par le ministre du budget, Bodé Ahmed Rablé, et son collègue du commerce, Hassan Hamad. Après des débats donc intenses et fructueux, les membres de la commission ont donné leur avis favorable pour adopter le projet. Également dans l'actualité, la 80e assise du Conseil scientifique et technique de l'Association africaine de l'eau s'est ouverte ce matin au Kempinski Palace Hotel, ayant pour thème innovation technologique au service de l'amélioration des performances et des rendements des opérateurs d'eau et d'assainissement en Afrique.
L'objectif de ces assises était de discuter et partager ensemble chacun des pays des priorités stratégiques du secteur de l'eau en Afrique. Cette année, l'événement a rassemblé sur la scène nationale le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awalé, et venant de l'Afrique, la communauté des acteurs du secteur de l'eau et de l'assainissement, les membres affiliés, membres actifs, membres individuels, représentants des gouvernements et des municipalités africaines, ainsi que les entreprises du secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement, mais aussi des opérateurs qui, au cours des discussions de panélistes, ont abordé des thèmes liés à l'assainissement et à l'innovation des dernières technologies. Ces assises qui ont été un lieu de partage de connaissances, mais aussi de consensus, ont convergé tout un même point, assurer un accès durable à l'eau potable pour satisfaire les besoins de la population et dans le même temps industrialiser l'Afrique. Rappelons au passage que le Conseil scientifique et technique de l'Association africaine de l'eau a pour principal objectif d'assurer une action coordonnée pour l'acquisition et l'amélioration des connaissances en matière de production et de distribution de l'eau. Le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awalé, a indiqué que ce conseil favorise les échanges d'informations sur les recherches, les méthodes, les procédés et procédures de production et de distribution d'eau et d'assainissement et enfin, créer, a-t-il dit, et favorise toutes les actions de coopération et d'échange en matière de formation professionnelle dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Écoutons le mot du ministre de l'Agriculture. Je voudrais dire également, puisque vous parlez d'innovation technologique, j'ai vu que le directeur général de l'ONEAD a parlé d'une manière légitime de nouvelles technologies qu'on vient d'introduire dans notre pays qui confrontent la soif vraiment et qui essaient d'affronter et de résoudre grâce à la volonté du président de la République, à sa vision éclairée, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. C'est vrai que nous avons introduit l'assainissement sous vide, que nous avons un système de dépotage, que nous avons aussi des aciers vitrifiés des citernes. Tout ça est venu des pays qui ont déjà fait des innovations technologiques. Mais il ne faut pas avoir honte d'importer de l'Europe, de l'Asie. Également dans l'actualité, le secrétaire d'État donc à la solidarité sociale et la secrétaire d'État à la solidarité sociale, Mme Mouna Ousmane Aden, et la secrétaire générale de l'UNFD ont signé aujourd'hui une convention de partenariat qui définit les termes de collaboration dans le cadre des activités de communication de proximité et des mesures d'accompagnement du programme national de solidarité famille. Rappelons que le secrétariat d'État à la solidarité nationale est chargé des affaires sociales et responsable de la mise en œuvre et de la coordination de la politique nationale de lutte contre la pauvreté et de l'exclusion sociale, de l'amélioration des conditions de vie, de l'appui à la déconcentration des affaires sociales à travers l'ouverture des bureaux d'assistance sociale, des groupes vulnérables en collaboration avec les ministères concernés et notamment à la mise en place des structures d'accueil consacrées aux personnes en situation de précarité et extrême pauvreté. Rappelons que l'Union nationale des femmes djiboutiennes est une organisation non gouvernementale à but non lucratif. Elle a été créée le 30 avril 1977 par les femmes qui ont milité pour l'indépendance nationale. Présidée par la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, l'UNFD est la doyenne des organisations non gouvernementales et les autres associations du pays. L'UNFD est représentée sur l'ensemble du territoire national. Cette communication de proximité qui sera menée par l'UNFD va permettre à la population cible de bien connaître le fonctionnement du secrétariat d'État à la solidarité nationale, à la solidarité sociale, aux affaires sociales, pardonnez-moi, les projets mis en œuvre et les objectifs attendus, ainsi que les rôles des guichets sociaux. Ce travail de proximité va faciliter également l'appropriation et l'acceptation des projets sociaux, tandis que les mesures d'accompagnement qui sont liées au transfert monétaire fourniront aux bénéficiaires des informations faisant la promotion de l'investissement dans le capital humain de leurs enfants. C'est pour atteindre ces objectifs que le secrétariat d'État chargé des affaires sociales s'associe avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, qui est la pionnière des structures associatives djiboutiennes pour effectuer une communication de proximité auprès de la population, des autorités locales, des relais communicateurs
associations leaders, les représentants des femmes, les représentantes de la jeunesse, les représentants religieux, etc. sur la politique sociale menée par le secrétariat d'État aux affaires sociales. Écoutons justement Mme Mouna Ousmane. Je voudrais d'abord profiter de l'occasion pour féliciter Madame la vice-présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Je profite de cette occasion pour nous parce que c'est encore une valeur supplémentaire, une place encore importante donnée à une femme pour continuer à jouer le rôle et prendre les armes avec le travail mené dans la politique nationale, que les femmes doivent jouer un rôle important. Donc vraiment, c'est pour nous une fierté. Et au nom de mon ministère, remercier l'Union nationale des femmes djiboutiennes et en premier lieu la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, d'avoir permis au ministère des Affaires sociales de trouver la position idéale pour valoriser le travail du secrétariat d'État, pour donner de deux manières. D'abord, d'accompagner la population djiboutienne à une... Également dans l'actualité, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a reçu ce matin une délégation de la SECRA composée du secrétaire exécutif du ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration, Mohamed Awale, accompagné de 2 consultants canadiens en gestion et en management public, M. Robert Levesque et M. Michel Rousseau. Notons que cette rencontre s'est déroulée en présence de la conseillère en communication et de la directrice de la jeunesse. M. Mohamed a présenté l'objectif de cette visite qui porte sur l'implantation de services aux citoyens qui passent par une réforme graduelle de l'administration. Cette réforme appelée déclaration de service consiste à redresser les mécanismes existants afin d'offrir un meilleur service aux administrés et qui passe essentiellement par le changement de comportement. Pour le secrétaire d'État, il a commencé par remercier les invités pour cette visite et que cette réforme administrative est certes souhaitable selon lui, mais que néanmoins son département avait déjà entamé des procédures d'accueil et de facilitation de services aux jeunes à travers les CDC, que par ailleurs il a assuré de l'engagement et de l'adhésion de son département à cette déclaration de service. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde. Et Fardous Hussein nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Fardous. Bonjour Asma. Au Zimbabwe, les réformes semblent tarder à venir, ce qui laisse apparaître une grande désillusion. En effet, Asma, l'euphorie post-Mugabe n'aura donc duré que trop longtemps. À peine un an après l'accession au pouvoir d'Emerson Mnangagwa, les Zimbabwéens s'impatientent de palper les changements tant espérés après 37 ans de règne du régime Mugabe, un régime marqué par le déclin économique et la répression pour certains. C'est même un retour au point de départ avec l'élection controversée d'Emerson Mnangagwa et la répression de l'opposition. Le gouvernement de l'ex-bras droit de Robert Mugabe est plutôt mal parti dans sa course vers un meilleur avenir. Donc à cela s'ajoute l'inflation galopante car l'indice des prix à la consommation n'a jamais autant augmenté aussi vite depuis l'hyperinflation il y a de cela 10 ans. Dans les supermarchés, la culture de la pénurie sévit et comme la cerise sur le gâteau, le ZANU-PF, le parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1980, semble être indétrônable. Il a remporté sans surprise les élections législatives en juillet, conservant Asma 2/3 des sièges à l'Assemblée nationale. Et en Israël, possible tenue d'élections législatives anticipées. En effet, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a écarté dimanche la convocation des élections anticipées en Israël, alors que la coalition gouvernementale est confrontée à une crise depuis la démission du ministre de la Défense, Lieberman. Les taux se resserrent autour de Benjamin Netanyahou après la démission mercredi du ministre de la Défense, confronté à une crise au sein de la coalition gouvernementale. Le Premier ministre israélien a jugé irresponsable hier, dimanche 18 novembre, d'appeler à ces élections anticipées, s'exprimant lors d'une adresse télévisée à la nation. Benjamin Netanyahou a également dit qu'il garderait tout pour le moment dans le portefeuille de la défense et qu'il s'emploierait à convaincre ses partenaires à rester dans la coalition. Après la défection de Lieberman, Asma, de son parti nationaliste israélien, Benjamin Netanyahou conserve 5 députés
La coalition de Benjamin Netanyahu ne dispose plus que d'une seule voix de la majorité absolue au Parlement qui compte 120 membres. Et en Floride, le siège de sénateur est finalement revenu au républicain Rick Scott. Le score étant très serré face à son adversaire démocrate, ce qui a nécessité un recomptage des voix. Eh bien, Asma, après ce comptage annuel, c'est finalement le républicain Rick Scott qui a emporté un poste de sénateur face au démocrate Bill Nelson, le gouverneur républicain de Floride. Il a emporté hier face au démocrate lors d'une élection sénatoriale particulièrement disputée qui s'est achevée sur un dépouillement manuel. 10 000 votes selon donc les résultats définitifs publiés par les autorités locales de Floride. Si les républicains étaient déjà assurés de conserver le contrôle de la Chambre haute du Congrès, cette victoire dans ce grand état du Sud leur offre une majorité plus confortable. Bill Nelson, qui était sénateur de Sunshine State depuis 2001, a concédé sa défaite dimanche en début d'après-midi, selon donc les résultats officiels. Et une difficile semaine de négociations s'annonce pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Et oui, Asma, la première ministre britannique, donc Theresa May, dont le projet d'accord sur le Brexit négocié avec l'Union européenne est très contesté, va retourner à Bruxelles cette semaine, qu'elle annonce cruciale après une semaine difficile de son propre aveu avec plusieurs défections au sein de son gouvernement en raison des désaccords sur les compromis trouvés. Theresa May a déclaré que les 7 prochains jours allaient être cruciaux. Il prévoit également un alignement réglementaire plus poussé pour l'Irlande du Nord si aucun accord futur sur la relation entre Bruxelles et Londres n'était conclu à l'issue d'une période de transition de 21 mois après ce fameux Brexit, Asma. Merci pour ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. Merci à la régie. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 22h pour un nouveau journal. Très bon après-midi à toutes et à tous.